Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. Et c'est l'autre scrutin au cœur de l'actualité. Les Haïtiens se sont massivement déplacés pour les élections générales qui se sont tenues hier, dimanche. 3 scrutins, premier tour de la présidentielle, second des législatives et le seul et unique tour pour les municipales. Beaucoup d'élections donc et beaucoup de candidats également. On attend toujours les premiers résultats partiels. On en parle avec Egel Goutier. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste haïtien basé à Bruxelles en Belgique. Vous dirigez une agence de presse qui s'appelle Grand Angle, comme cette rubrique. Vous avez été le porte-parole des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Egel Goutier, je viens de le dire, pour la seule présidentielle, pas moins de 54 prétendants à vouloir succéder au chef d'État sortant, Michel Martelly. Un peu trop pour ne pas se poser de questions, non? Il y avait même plus que 54. Plus de 80-54 ont été retenus par le Conseil électoral. Mais bon, évidemment, c'est souvent comme ça en Haïti. Et le premier tour, c'est pour ça que c'est difficile qu'on ait un président élu au premier tour, mais c'est tout simplement une faiblesse de l'organisation politique en Haïti. Il y a très peu de partis politiques qui ont une vraie force en Haïti, 2 ou 3. Tous les autres, c'est plutôt des prétentions personnelles. On prend un beau nom pour un parti et on se présente aux élections. Ouais. Alors le vote s'est plutôt bien passé, Egel Goutier. On va justement voir les images de ce scrutin et quels sont les enjeux également de ces élections générales. Le commentaire est signé Philippe Randrianarimanan. Dans les bureaux de vote, une nouvelle épreuve démarre. Le dépouillement des 3 scrutins municipaux, législatifs et présidentiels réunis en un seul jour pour 6 millions d'électeurs. Un travail titanesque qui, à la tombée de la nuit, devient encore plus pénible, sans électricité, malgré les 70 millions de dollars mobilisés. Mais un sentiment de satisfaction domine, grâce à une forte participation en comparaison au premier tour des législatives du 9 août, qualifié de fiasco par la société civile. Cette fois-ci, pas d'irrégularité majeure, ni de violence. Nous avons la police qui était disponible et disposée. Ils ont assuré la paix et tout marche très bien. Donc un gros coup de chapeau à la police nationale et il faut féliciter les Haïtiens aussi pour leur prise de conscience. Des électeurs haïtiens avec l'embarras du choix. Sur les 54 prétendants à la présidence, une poignée jouissent d'une certaine popularité, comme Maryse Narcisse, grâce au soutien de l'ex-président Aristide. Ou encore cet ex-candidat malheureux lors de l'élection houleuse de 2010 qui figure parmi les favoris. Aujourd'hui, j'appelle les électeurs à rester vigilants pour être sûrs de gagner les élections. Haïti peut difficilement s'épargner un second tour prévu le 27 décembre et devra renouveler l'exploit d'un vote pacifique. L'attente des premiers résultats risque d'être longue, pas avant une dizaine de jours. Haïti, pays des Caraïbes, république francophone qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, peuplée de 10 millions d'habitants. On va prendre la direction de sa capitale, Port-au-Prince, où nous attend Amélie Baron, correspondante sur place de l'agence France Presse. Bonjour Amélie. À retenir donc avant tout de ces élections générales une participation importante. C'est une véritable surprise, Amélie. Absolument, puisqu'après le dernier jour de vote, qui était le 9 août, où il n'y avait eu qu'à peine 18% des électeurs qui s'étaient déplacés, eh bien, hier, dès les premières heures, les électeurs sont sortis dans les rues et ils n'ont pas donc cédé aux craintes des violences, parce que beaucoup craignaient ici que se répètent les mêmes incidents violents que lors du premier tour des législatives. Eh bien non, les Haïtiens se sont déplacés et au fil de la journée, entendant évidemment que partout ailleurs dans le pays, il n'y avait pas de violence, eh bien, ils se sont encore plus massivement déplacés vers les bureaux de vote. Et ils vont attendu sous la chaleur, dans le calme vraiment, et même jusqu'à la fin du vote, à 4h ici dans l'après-midi, il y avait du monde dans les bureaux de vote. Alors les électeurs se sont montrés, Amélie, très patients, donc d'autant plus que l'organisation était, disons-le, parfois rudimentaire dans les bureaux de vote. Comment ça s'est passé au juste? Dans quelle atmosphère ce scrutin? Alors vraiment, donc, les gens étaient enthousiastes de voter. Ils tenaient hier plutôt, à exercer leurs droits civiques. Alors c'est vrai que les conditions sont parfois précaires. Mais ça, c'est dû bien évidemment à l'exiguïté et au manque d'espace tout simplement dans le pays. Il y a beaucoup de bureaux de vote, mais très peu d'endroits pour accueillir. Les centres de vote sont des écoles publiques pour la plupart. Et donc, il y a très peu d'espace pour le secret du vote. Les urnes aussi ont été largement critiquées puisqu'elles n'isolaient pas vraiment les citoyens. Et donc, chacun pouvait voir pour qui votait. Mais globalement, les gens ont gardé leur calme, ont été patients et ont été surtout fiers, très fiers, de montrer au reste du monde qu'ils ont pu tenir pour une fois une élection pacifique.
Amélie Baron à Port-au-Prince. Restez avec nous, Amélie. On vous retrouve dans quelques instants. Gaël Gauthier, je me tourne vers vous. Participation importante, ça c'est un point incontestablement positif. Ça montre en tout cas une attente des Haïtiens, des électeurs. Que veulent-ils au juste selon vous? Mais c'est une attente aussi, je veux dire, pour la démocratie. C'est une attente aussi pour le niveau de vie des Haïtiens. Même s'il y a des progrès relatifs en Haïti ces dernières années. Et donc la pauvreté ne se développe pas trop par rapport aux proportions que l'on avait, mais l'espoir est en dessous. L'espoir des Haïtiens ne rencontre pas, n'est pas au niveau de la réalité, quoi. C'est beaucoup plus haut et ça n'arrive pas. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois que c'est la démocratie, l'amour de la démocratie en Haïti. Il ne faut pas oublier que cette démocratie a commencé il y a tout de suite après la chute de la dictature des Duvalier avec le vote de la Constitution. Et à un moment où tous les partis politiques n'étaient pas intéressés à cela, la population avait été votée à près de 90%, et cette Constitution est passée à 87%, et cette Constitution est la clé chaque fois qu'il y a un problème politique, qui trouve une solution, qui offre une solution. Ouais. Jeune démocratie, donc, dites-vous. Est-ce qu'il y a, selon vous, un candidat ou deux qui se dégage pour répondre aux aspirations des électeurs haïtiens qui ont joué le jeu et qui disent on est réconcilié avec nos responsables politiques, même s'il y a eu des crises à répétition, mais on attend aujourd'hui une politique concrète. Est-ce qu'il y a des candidats pour incarner cela ? Je ne ferai pas de parti là-dessus, je ne prendrai pas de risque à dire tel ou tel candidat. Ouais. Toujours est-il que sur les 54 candidats qui ont participé au premier tour, il y a, je dirais, 4 qui sortent du lot. Les 2 que votre journaliste vient de citer là, mais il faut aussi ajouter un proche du président actuel, Michel Martelly. Un proche de Michel Martelly, donc qui peut être dans les finalistes. C'est Jovenel, et Moïse, je crois que c'est son nom de famille, oui. Et puis, il y a aussi, il faudrait ajouter, oui, je crois que, je ne sais plus lequel qu'elle avait cité, mais il y a un candidat de la Valasse, ouais. Ça c'est Madame Maryse Moïse. Ouais. Il y a... En tous les cas, vous croyez en quelques noms, en tous les cas, qui ont la stature et la dimension présidentielle. Il y a un homme d'affaires aussi qui est assez important aussi. Toujours est-il que le passé n'est jamais bien loin, hein, et Gaël Gauthier, on observe un retour dans l'ombre, disent certains observateurs, de l'ancien président Aristide, qui, disons-le, a été très populaire. Il a été élu avant d'être victime d'un coup d'État, puis de revenir au pouvoir, condamné. Il vit en résidence surveillée. Mais on l'a entendu, il soutient une candidate, clairement. Oui, il soutient clairement une candidate, c'est Maryse Narcisse. Ouais, que l'on a vu tout à l'heure à l'image. Maryse Narcisse, c'est une candidate bien placée. Il y a aussi le candidat proche, je dirais, du président actuel, donc bien placé aussi. Il y a Jude Célestin. C'est important le cas de Jude Célestin, parce que Jude Célestin était censé arriver aux dernières élections présidentielles en 2e position. Et la communauté internationale, pour dire les choses, les États-Unis et 4 ou 5 pays d'Europe ont décidé, et ils ont forcé le comité qui s'occupe des élections à enlever le 2e pour mettre le président actuel. Donc voilà, et ce Jude Célestin qui était sorti du lot, maintenant il est là, et comme tous les autres candidats, il a discuté de son programme avec la communauté internationale, et maintenant il a aussi une chance de passer parce qu'il s'est réconcilié, entre guillemets, avec cette communauté internationale, les États-Unis et 4 ou 5 pays d'Europe. Alors on va après parler avec vous, bien entendu, de la situation 5 ans après ce terrible tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts. La reconstruction est en marche, mais elle est très très difficile. Mais avant, justement, puisqu'on évoque les noms des candidats avec vous, on va retourner à Port-au-Prince avec vous, Amélie Baron, correspondante de l'agence France-Presse. Est-ce qu'il y a, au juste, après ces scrutins, des noms qui ressortent pour la présidentielle, 1 voire 2 noms de favoris? Alors, il n'y a pas 1 ni 2 noms, mais en fait 3 ou 4, effectivement. Le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse, l'opposant farouche au pouvoir exécutif, qui est l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Il y a ensuite la candidate, effectivement, supportée par l'ancien président Aristide, Maryse Narcisse, pour le parti de la Valasse. Et puis, donc, Jude Célestin, qui avait, comme l'invité l'a dit, été exclu du 2e tour en 2010. Donc, ce sont 4 candidats qui revendiquent plus ou moins aujourd'hui la victoire, sans pour autant inviter leurs sympathisants à sortir dans les rues. Tous appellent au calme et au respect des règles, parce que personne ne peut donner de résultats avant le Conseil électoral provisoire, et ce sera donc mardi prochain, le 3 novembre.
Le problème, c'est donc qu'il serait 4 favoris, mais il n'y a que 2 places pour le second tour. Et donc, l'annonce des résultats mardi prochain s'annonce compliquée et pourrait amener des crispations et des déceptions évidemment immenses au niveau des sympathisants de ces 4 favoris. Alors voilà pour cet éclairage, Amélie Baron à Port-au-Prince pour TV5 Monde. Haïti, pays sous perfusion, je le disais, Égel Goutier, la reconstruction est en marche, mais elle est difficile. Est-ce qu'elle n'est pas au fond un échec de ce qu'on appelle la communauté internationale ? Oui, la reconstruction est en marche, c'est une bonne chose, mais parallèlement, il y a cet échec. C'est surtout un échec du travail des ONG, des grosses ONG, après le tremblement de terre. Ça veut dire qu'il y a 12 milliards de dollars versés pour Haïti, et la reconstruction se fait lentement, et il y a beaucoup de gaspillage. Il suffit de voir le film de Raoul Peck, Assistance mortelle, pour voir ce qui se passe. Donc, la communauté internationale est obligée de revoir, pas seulement pour Haïti, mais cette coopération entre les États et les ONG. Je dis que mon analyse, c'est que les ONG, il y a quelques années, étaient les procureurs des gouvernements démocratiques d'Europe, des États-Unis, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces gouvernements-là, pour ne pas avoir de critiques, qui avaient dit que quand on veut fermer la gueule de quelqu'un, je parle vulgairement, il faut lui casser la gueule ou remplir sa bouche d'aliments. Eh bien, les gouvernements ont signé avec les ONG des contrats, leur ont donné beaucoup de pouvoir, et on voit que beaucoup de ces ONG se sont montrées incompétentes. Alors Haïti est souvent présenté comme le pays le plus pauvre d'Amérique. Les Haïtiens, dit-on, sont victimes, passifs, avec cette fatalité qui collerait à ce peuple. Comment sortir de cette image négative ? Oui, parce que si les Haïtiens sont passifs, j'aimerais savoir comment sont les personnes actives. Une population qui ne reçoit pas grand-chose de l'État, qui ne reçoit pas grand-chose de l'étranger, qui subsiste, mais en plus de ça, qui a une certaine rigueur. Ouais. Quand on prend l'effort fait par les familles haïtiennes pour que les enfants fassent des études valables, je vois dans beaucoup de pays qu'on ne respecte pas les professeurs, etc. En Haïti, l'enseignement, les études sont une valeur appréciée et tout le monde travaille. L'État ne donne pas de travail, le privé ne donne pas de travail, mais chacun est un petit entrepreneur. Donc si c'est ça, être passif, vaut mieux être passif alors. Il y a aussi le rôle que joue la diaspora, elle est très importante aux États-Unis, au Canada également, au Québec, province francophone canadienne, en France également. C'est une diaspora qui reste très liée, très attachée à son pays, à Haïti. Très attachée et surtout de plus en plus très bien organisée. Dans le cas surtout des États-Unis et du Canada, il y a beaucoup de grandes personnalités haïtiennes qui font partie, qui participent des gouvernements locaux et même nationaux. Donc je pense qu'il y a un lien assez dynamique entre cette diaspora et la vie en Haïti et la population qui vit à l'intérieur du pays. Donc non, je pense que la situation en Haïti n'est pas aussi grave. Après le tremblement de terre, ça aurait pu l'être beaucoup plus. Ouais. Le pays s'est relevé. Le pays s'est relevé, mais c'était parce qu'avant, il commençait à se relever. Merci beaucoup, Égel Touvier, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde.